Bonjour, mon nom est André Librex et bienvenue dans ma terre locale. Ça, c'est dès le printemps, dès le début. Dès que la terre a chauffé, les graines que nous avons semées à l'automne vont germer. Et donc, au fur et à mesure de l'évolution de la plante, nous, on les transplante. J'essaye de récupérer la racine intégrale, voilà, vous voyez. Ensuite, on les transplante dans ces cellules ici, avec soin et délicatesse, afin qu'elles reprennent le mieux possible. Ça, c'est la première étape. Oui, ça c'est tout à fait au début, mais je vous dirais qu'on a déjà passé le champ au désherbage une fois, donc nous sommes au deuxième désherbage. Hein. Mais par contre, ça, c'est dès que la lavande commence à sortir, on la repique immédiatement là-dessus. Patience et passion. Il faut aimer. Moi, je dis un artisan, s'il n'aime pas son métier, là, il ne peut pas être artisan. Un artisan, il ne compte pas ses heures, il ne compte pas son temps. Il travaille et puis c'est ça. Donc la patience. C'est la passion et la patience. Mais de toute façon, avec la lavande, il faut toujours être patient. Un plant qui semble mort, on le laisse, on l'observe, et à un moment donné, il reverdit, il repart du centre. Donc, il n'est pas forcément mort. Il y a toujours une vie. La vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, en général, ma femme m'aide dans la transplantation. Et aujourd'hui, elle n'est pas là. Mais on est obligé d'en faire beaucoup. Parce que comme je vous disais tantôt, il y a des pertes aussi à la transplantation. Vous voyez, si on brasse trop la racine, si cette terre tombe, en général, elle a du mal à reprendre. Donc, c'est vraiment délicat comme... Donc chaque carré est un plant de lavande bébé. C'est ça. Voilà. Alors nous en avons 50 par bac ici. Donc facile à repérer, à recompter. Et ensuite, quand notre terre est bien propre et que ces plants ici atteignent à peu près 2 pouces de haut, on les transplante directement dans le champ. Et là, vous voyez, ici, par exemple, toute cette partie, j'ai enlevé les jeunes plants, mais là, il y a des graines qui vont germer à nouveau. Donc, au fur et à mesure, nous transplantons et puis on attend une semaine ou deux et les nouvelles graines vont repartir et on va continuer la transplantation ainsi. J'ai d'autres cellules comme ça qui sont déjà prêtes et qui grossissent tranquillement. Vous avez une idée à peu près du travail. Et il y en a. Là, ça fait déjà plus de 3 semaines qu'on travaille là-dedans. On déplace les bacs, les cellules ici. Vous voyez, tout ça est déjà prêt. Disons, dans 2 semaines, si vous voulez que je vous les montre, je vais enlever ceci. Disons que dans 2 semaines, ces plants sont prêts à partir dans le champ. Voilà, vous en avez déjà plus d'1 millier ici.
Ça nous permet de poursuivre nos recherches et donc d'améliorer les variétés de lavande. C'est-à-dire on les rapporte ici et puis ensuite on surveille parce qu'il y en a qui ont du mal à se raciner, vous voyez. On a des pertes aussi là-dedans. Il faut savoir que dans la lavande, on a environ 80% de pertes à la germination. C'est quelque chose d'énorme, mais c'est normal. Dans n'importe quel pays du monde, ça fonctionne comme ça. Pourquoi vous avez des pertes? C'est la perte naturelle. Il y a toujours 20% de succès dans la germination de la lavande. Et ensuite, à la transplantation, on a encore des pertes parce que la racine, on a peut-être trop brassé la racine ou elle s'est mal adaptée, réadaptée. Donc, vous voyez qu'on en trouve encore là-dedans que nous compléterons au fur et à mesure. Son parfum, on est arrivé à créer des variétés complètement différentes. Actuellement, nous avons une variété qui fleurit 2 fois systématiquement à l'année. Ensuite, nous avons une lavande blanche qui a un parfum vraiment quelque chose de subtil, d'extraordinaire. Et c'est ça, c'est dans toutes nos recherches, on découvre à un moment donné un plant qui est complètement différent des autres et nous poursuivons la transplantation de ce plant-là, nous le suivons de très près parce que c'est une nouvelle variété qui vient de se créer, naturellement bien sûr. Voilà l'outil. Là, vous devez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes qui a fané. Là, je passerai avec le tracteur pour tout bien nettoyer. Mais ensuite, on va donc s'approcher de l'endroit où il y a beaucoup de mauvaises herbes. Alors, un plant de lavande, vous voyez, c'est cette touffe-là. Sauf que quand elle va... je ne sais pas si vous avez remarqué l'écartement des rangs. L'écartement des rangs, je l'ai fait volontairement pour que le tracteur puisse passer, mais aussi parce que lors de la floraison, vous allez avoir le plant de lavande, la floraison va arriver ici. Et ensuite, ça va déborder de chaque côté à peu près ici. Ce plant-là va faire des fleurs à peu près de là jusqu'ici. Donc, à un moment donné, si je passe avec le tracteur, je vais piler sur ma lavande. Voilà, à un moment donné, on ne peut plus travailler au tracteur. Là, le travail consiste à enlever les racines et essayer d'enlever la terre des racines parce que sinon, elles reprennent automatiquement. Vous voyez? Et c'est uniquement dans le rang de lavande que nous travaillons. Quand la lavande le plant de lavande est suffisamment gros, il arrive à étouffer la mauvaise herbe. C'est ça qui est merveilleux, mais par contre, on y retrouve des plantes qui arrivent à passer au travers, entre autres les érables par exemple, les pissenlits, la vesse qui est dure à enlever. Il faut aller rechercher à la racine. Vous voyez, la vesse, c'est ça là. Et puis, la pire, c'est le chien-dent. Le chien-dent, très dur à enlever. Le chien-dent. Le chien-dent, c'est ça, vous voyez. Quand ça pénètre dans un plant, les racines se mêlent aux racines de la lavande, puis il faudrait arracher le plant de lavande pour nettoyer, pour enlever le chien-dent, quoi. Donc on essaie de
de l'éliminer au mieux pour qu'il n'étouffe pas notre plant de lavande, c'est tout. Et comme je vous dis, si nous n'étions pas aidés, nous ne serions pas capables. Vous voyez, on a fait tout ça. Il nous reste tout ça là-bas. Et quand on aura terminé, on recommence en haut. Là, vous avez les pissenlits qui laissent des racines très profondes. Vous voyez ? Vous connaissez la vesse? La quoi? La vesse. Non, c'est quoi? Je vais vous en montrer. Ça fait des racines extrêmement longues. Et donc on essaye. La voici. Hop. C'est ça. Et alors ce qui est assez surprenant, c'est que ça fait des fleurs mauves, comme la lavande. Et quand ça fleurit, on s'y trompe. Alors, vous voyez ce que je vous disais aussi tantôt. Vous avez un plant qui semble mort, mais on le laisse. Tant qu'il est là, il y a toujours de l'espoir de vie. Donc on ne touche pas à ça et on estime qu'il est mort à partir de la fin juillet. Si à la fin juillet, on ne voit pas de feuilles qui reverdissent, on estime qu'il est mort. Mais il faut être très patient, comme je disais tantôt. Ça prend pour avoir une plante comme ça, de lavande? Alors, elle est adulte à 5 ans. Et elle a une espérance de vie de 20 à 25 ans. Sauf que nous, je ne sais pas si vous le voyez là-bas, on les enlève au fur et à mesure, les vieux plants, nous les enlevons pour les remplacer par nos nouvelles variétés. Voilà, pour poursuivre nos recherches. Alors, je vous ai expliqué tantôt que nous fonctionnons avec la nature. Donc, jamais une goutte d'eau sur nos lavandes. Jamais d'engrais, jamais de pesticides, d'insecticides. Je veux qu'elle soit adaptée au climat et à toutes les situations climatiques. Il y a des années où la terre est extrêmement sèche, eh bien, il faut qu'elle s'arrange avec la sécheresse. Si c'est très humide, il faut qu'elle fasse avec l'humidité. Par contre, pour éviter qu'elle soit noyée, parce que la lavande déteste l'eau, j'ai essayé de créer une pente pour que l'eau ne séjourne pas vraiment sur le plant de lavande. Donc l'eau en général s'écoule. Parce que c'est une plante de terrain aride du bassin méditerranéen, c'est très chaud, c'est très sec. Et donc elle n'affectionne pas l'eau. Mais j'essaye de l'adapter justement à des situations dans des terres très humides. Avec des échecs, bien évidemment, parce que nous fonctionnons avec le système échec et puis succès, voilà. C'est d'essayer de récupérer toute la racine de celle-là. Là. Ça, c'est celle-là. Là. La pire, là, c'est la vesse. Vous voyez? Pas celle-là, celle-ci. Là. Et il faut pas laisser, ou il faut laisser le moins possible de racines, vous voyez? Les racines pénètrent dans le centre de la lavande et puis ça lui prend toute l'énergie. Il y a des herbes qui se détruisent très facilement, mais celle-ci là, je pense que c'est la pire pour la lavande. Vous voyez? Toutes ces racines qui sont là, voilà. Ah, ça par contre. Alors ça, quand on fait une erreur de ce genre, on cherche quelque chose. Voilà, on cherche un endroit. Vous voyez, quand ça arrive, ça nous arrive parfois de couper, d'arracher une lavande, et bien on la transplante tout de suite. Voilà.
Là. Voilà qui est fait. Alors je vous dirais que en début d'année, on est complètement raqué. Les premiers jours, puis le corps s'y fait, c'est merveilleux. Sinon, c'est une question d'habitude. Il y a des plantes qui ressemblent beaucoup à la lavande et il faut avoir le coup d'œil. Ça, on ne, comment dire, on ne peut pas demander de désherber à tout le monde parce que il y a des gens qui ne seraient pas capables de déceler la lavande, de faire la différence entre un plant de lavande ou une petite lavande comme ça et puis une mauvaise herbe. Donc c'est évident que ce sont des habitués qui viennent. Ce que j'explique aussi, dès que j'ai sélectionné un plant, par exemple lui, là je l'ai sélectionné pour sa couleur. À ce moment-là, j'attends qu'il soit plus gros et je vais faire du bouturage. Alors qu'en général, je pars toujours de la graine, là je vais bouturer pour avoir un plant identique, c'est-à-dire un clone. C'est du clonage directement. Et donc ce plant identique, je vais le mettre en rangée là-bas. Il y aura une nouvelle rangée. Et je vais me retrouver d'ici quelques années avec une rangée de blanche, une rangée de bleu, une rangée de... J'essaye d'être original. Voilà. Et en même temps, ça me permettra d'évaluer les parfums de chacune d'entre elles. Étant donné que la blanche, pour moi, a un parfum qui est vraiment subtil, qui est extraordinaire. On est en permanence en train d'observer la nature, de voir l'évolution de nos plantes, et donc l'amélioration qui se fait toute seule. Et puis la sélection, c'est moi qui vais les sélectionner carrément. Ce que vous arrachez, vous le mettez de côté, puis après vous les laissez là? Ou... Je les mets au centre et ensuite je passe le rotoculteur pour... enfin, j'attends qu'elles se dessèchent là, puisqu'elles n'ont plus de terre aux racines. Et quand elles sont sèches, je passe le tracteur avec le rotoculteur. Vous allez comprendre en le voyant ici, vous voyez, j'ai décalé le rotoculteur pour pouvoir aller le plus près possible de mon plant de lavande. Mes roues ne vont pas piler sur la lavande, mais par contre mon rotoculteur va aller très très proche des racines, très très proche de la lavande, le plus proche possible, afin d'éviter de désherber manuellement. On essaie d'éliminer le maximum de mauvaises herbes là. Excellent. On vous regarde. Alors on y va. Ça va être bruyant, hein?
les lames s'usent assez rapidement. Mais ce n'est pas les roches qui abîment les lames, c'est le sable. Okay. C'est assez surprenant. Les lames s'usent très vite dans le sable. Okay. Ouais. Dans la roche, ça fait du bruit. Mais je ne sais pas si vous voyez ce mur-là? Et puis même cette roche-là, je l'ai enlevée au printemps, vous voyez? Okay. Donc à un moment donné, toutes les roches que vous avez, toute la maison a été faite avec des roches d'ici, du champ. Vous voyez tous ces murs-là? Ça a été fait avec ça. Partout, vous voyez des tas de roches, mais ça sort du champ au printemps, tout à fait à la fin de l'hiver. Dès qu'on peut, on commence à ramasser les roches. Et je vois que tous les voisins font pareil. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le froid, le gel fait remonter les roches chaque année. Et chaque année, c'est la première des choses que nous faisons dans le champ. On ramasse les roches. Est-ce que c'est une tâche qui prend beaucoup de temps? C'est long. C'est long, surtout que là, la plupart du temps, je suis seul. Alors, je remplis le godet. Et puis, je les dompe un peu partout. Vous en avez regardé tout ce qui est là-bas. Ce sont des roches qui viennent du champ, puis c'est des choses énormes, ça paraît pas croyable, quoi. Ouais. Celle-ci, là, ça paraît qu'il n'y a pas longtemps qu'elle est là. Il y a encore la terre dessus. C'est ça. Mais il y a tellement de choses, comme vous disiez, qu'on fait par routine, on n'y pense même plus. On sait que c'est ça qu'il faut faire, on le fait. C'est à l'année longue pratiquement, quoi. Non, il y a l'hiver, heureusement. L'hiver nous permet de nous reposer un peu. Et encore, l'hiver, je peins. Ça fait que j'ai une autre activité pour l'hiver, je n'ai pas le temps de m'ennuyer, quoi. Il faut savoir que dans un produit, soit comestible ou cosmétique, l'huile essentielle de lavande est en infime partie. On ne peut pas en mettre beaucoup, parce que je me suis aperçu à un moment donné que si j'en rajoutais trop, mes produits se défaisaient. Et donc je détruisais mes produits, j'étais obligé de les jeter. Alors j'essaye de mettre le maximum d'huile essentielle, mais il y a un seuil que je ne dois pas dépasser. Et si vous voulez, parce que là c'était propre, là, on ne voit pas vraiment la destruction des mauvaises herbes. Il y a de la mauvaise herbe là-bas, si vous voulez qu'on le fasse dans la mauvaise herbe, là vous le verrez. Oui, on y va? Mes dernières variétés sont là. Et ensuite, c'est celles-ci là, qui ont passé un mauvais hiver, mais parce qu'on les a transplantées un peu trop tard. Mais ça, c'est mon rang de blanche. Ça, c'est double floraison. Donc, je commence à faire mes rangs de couleurs différentes. J'ai hâte de voir ça. Je pense que ça va attirer beaucoup de gens. Parce que ça sera unique. Très original. Très original, c'est ça. Ben, en fait, c'est toujours ça. Il faut essayer de se démarquer pour pouvoir... Oui, ça c'est partout. Hein. C'est dans chaque domaine. Dans tous les domaines. Oui. Ouais. Puis il y a tout en même temps. Je repensais, il y a 2 jours, j'ai tondu le gazon. Le gazon, c'est quand il pleut, c'est une fois semaine pratiquement. Non, tu sais, tu y es là-dedans, puis on ne réalise pas ce qu'on fait.
C'est quand on nous pose des questions comme ça qu'on dit, ah tiens, mais il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Il y en a des choses. Ouais. Ouais, ouais. Et les tas de roches, tiens, il y en a ici. Il y en a au fond là-bas, regarde sur toutes les roches là-bas. Je ne sais plus où les mettre, les roches. Je fais des murs, je monte autour de ma maison. Mais à un moment donné, il y en a. Mais c'est pour ça que dans le secteur, il y a énormément de murs le long des routes. Des roches trouvées dans les terres. C'est ça, oui. Ouais. Et, oui, en même temps, je pense à ça. On a choisi ce secteur parce qu'une terre à pommier est une terre à vigne et une terre à lavande. C'est-à-dire un terrain assez relativement pauvre, avec beaucoup de roches, parce que la roche, elle chauffe la roche. Là, tu la touches, elle doit être chaude, là. Alors, la roche accumule la chaleur le jour et restitue la chaleur à la terre la nuit. Et la lavande aime une terre chaude. Le pommier, la vigne aime des terres chaudes. Et donc, il y a ça aussi qu'on regardait aussi là, avant l'achat, quoi. Il y a beaucoup de choses qui... Puis c'est ça, c'est au fur et à mesure que ça clique, il y a des choses qui reviennent. Et c'est pas évident, il y en a trop. On a tellement d'ouvrages avec la lavande qu'on va se limiter à la lavande. Souvent, il y a des gens qui me disent, quand ils arrivent là, ils me disent « que ça ?» Je dis « que ça, pardon ?» Je dis « venez désherber, vous changerez d'idée. » Parce qu'à un moment donné, tout à fait au début, j'ai demandé aux voisins s'ils voulaient me vendre le terrain ici. Là. J'ai dit « tiens, ça serait bien, mon champ de lavande serait plus grand. » Puis heureusement qu'il a refusé. Heureusement, parce que là, j'aurais pas pu. Plus grand que ça, je crois qu'on pourrait pas. On est vraiment... Alors, c'est pour ça que, étant limite au point de vue de travail et tout, permanent sur la terre, moi, je préfère faire des recherches plutôt qu'essayer de m'agrandir, quoi. Ben, je me rends compte qu'aujourd'hui, quand on parle d'agriculture bio, moi, je suis certain qu'avec 4 hectares de terre, on peut vivre très largement, alors que les cultivateurs, ils sont à 50, 100, 200 hectares, puis ils ont de la peine à vivre, quoi. Alors qu'avec 4 hectares de terre réellement bio, avec une culture bio, et pas une monoculture, je suis persuadé que les gens vivraient très facilement. Mais ça, c'est un choix, puis il y en a très peu qui le font, quoi. Mais à un moment donné, on va être obligé de se rendre à ça.